Spasiba, Almas. Je vais m'exprimer en français. Je suis désolée, mon PowerPoint est en français. Je n'ai pas du tout eu le temps de le traduire, mais ce qu'il y aura d'écrit, c'est ce que je vais vous dire. Et de toute manière, il y a beaucoup plus de photos que d'écriture. Le titre étant « Être musulman en Russie arctique, quelle sociabilité pour les migrants, enfin pour les centra-asiatiques, en migration pour les migrants centra-asiatiques ». En deux mots, cette présentation est un travail en cours. Elle est issue d'un terrain, de plusieurs terrains même, qui ont lieu depuis 2015 dans plusieurs villes arctiques, donc de Russie. Il faut dire que je ne suis pas une spécialiste de la radicalisation non plus, et que je suis venue à travailler sur ces questions parce que, bien entendu, en France, ce sont des questions qui nous animent depuis un certain temps, d'une part, et d'autre part, cela fait maintenant 10 ans ou plus même que je travaille sur les migrations de travail, essentiellement issues du Tadjikistan où j'ai travaillé longtemps, et de l'Ouzbékistan également, avant de retourner travailler en Russie. Donc je fais le lien entre ces processus, ces trajectoires migratoires, ces différentes générations également, soviétiques, post-soviétiques, post-post même, soviétiques, et le rapport aux religieux. Donc je vais vous donner quelques informations préliminaires et ensuite je vous montrerai plusieurs choses concernant le terrain arctique. Comme on l'a déjà dit au cours de ces différentes présentations depuis hier, finalement on en revient toujours aux mêmes questions. La fin de l'État-providence soviétique a été vraiment un phénomène majeur dans la perte des filets de sécurité sociale, économique, globaux de manière générale. La migration de travail, les migrations de travail dans ce processus post-soviétique s'inscrivent bien entendu dans un vide, un vacuum donc des années 90, même si elles ne commencent pas exactement tout de suite après la fin de l'Union soviétique, bien entendu, notamment en raison des crises et de la guerre civile au Tadjikistan aussi, où les migrations de travail commenceront après. Et j'ai étudié les migrations de travail donc à partir des années 2000. Ce qui est intéressant ici de noter, c'est qu'on a ce phénomène, je vais vous montrer un diagramme juste après, on a des enjeux démographiques qui sont absolument importants, et notamment ce phénomène qu'on appelle en anglais le youth bulge, l'explosion démographique de la jeunesse, qui est quand même très caractéristique de l'Asie centrale, hormis le Kazakhstan, donc la basse Asie centrale. Et cette jeunesse qui est née dans le vacuum de la fin de l'Union soviétique est justement cette génération qui nous intéresse précisément. Je ne dis pas que les autres ne sont pas intéressantes, mais on a des différences flagrantes entre ces différentes générations. La méfiance envers l'État, envers les institutions, Émile en a beaucoup parlé, la question de la justice, de l'injustice sociale, joue un rôle absolument majeur, je pense en tout cas. La nécessité de trouver les alternatives, c'est quoi? C'est donc partir en migration pour avoir un statut social digne de ce nom, notamment dans des sociétés qui restent quand même très codifiées. Je parle ici plutôt du Tadjikistan que je connais mieux que le Kyrgyzstan, mais d'une société patriarcale, extrêmement codifiée et restée traditionnelle. Ce sont essentiellement des hommes qui partent d'ailleurs, et on a quand même à peu près 1,2 million de Tadjiks, si on parle du Tadjikistan, et pour le Kyrgyzstan, je crois que c'est à peu près 10% de la population, ou un peu plus, donc ça doit faire 600 000 Kirghizes qui partent en migration, enfin qui se trouvent en tout cas en migration en Russie. Donc ça fait en tout cas à chaque fois plus de 10% de la population, ce qui est vraiment quelque chose d'important statistiquement. On va donc essayer de garantir son statut social et de constituer finalement, le garçon, l'homme, va constituer un filet de sécurité en Russie pour ses parents, justement en voyant des remittances, les fameuses rémittances au pays. La volonté de s'affirmer dans sa masculinité est un point très important, on y reviendra à la fin de cette présentation, dans l'action, pas forcément le djihad d'ailleurs, mais dans l'action, dans le fait de participer à quelque chose, à la migration ou au conflit. À partir du moment où il y a discrimination dans la migration, l'itinéraire du migrant peut se transformer, effectivement, peut bifurquer vers une participation à quelque chose qui ressemblerait au djihad. D'accord ? Le réceptacle d'Internet, on en a beaucoup parlé, effectivement, c'est quelque chose de fondamental. Les réseaux sociaux fonctionnent partout. Bien entendu, en Russie, on le verra aussi. Voilà. Ce que je voulais vous montrer ici... la répartition des âges en Asie centrale, ce que vous voyez en bleu, ce sont les populations de moins de 15 ans. Donc vous avez
le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, 33%, le Turkménistan, et vous voyez la différence avec la Russie, c'est ça qui est intéressant. Et de regarder aussi les populations qui ont plus de 64 ans, où on a effectivement des tendances différentes entre les pays d'Asie centrale, qui ont une fécondité encore élevée par rapport aux autres, par rapport à la Russie notamment, qui elle est en dépopulation, vous le savez. Hein. Donc ça aussi c'est important quand on parle des migrations, de dire que les travailleurs migrants centra-asiatiques, notamment, il y a aussi des caucasiens bien entendu du Sud, les migrants centra-asiatiques viennent combler un vide populationnel. Il y a un appel d'air très important au début des années 2000 avec la reconstruction et l'élection de Vladimir Poutine en Russie. Donc, il y a des choses qui sont tout à fait liées et la nécessité d'avoir une main-d'œuvre qui puisse justement combler ce déficit populationnel en Russie. Ici, c'est une image donc prise en Russie, hein, de migrants qui sont à la prière dans la rue, pas très loin d'une mosquée d'ailleurs. Ce qui m'a beaucoup intéressée lorsque j'ai travaillé sur les migrations, c'est le fait que l'on parle de rite de passage. La migration remplace le service militaire. D'accord ? On va se construire, on est dans une société post-héroïque en réalité, après 91. Donc il faut se reconstruire, il faut reconstruire sa masculinité. Comment la reconstruire ? On a plusieurs manières, effectivement. La migration, c'est une manière de garantir un statut social à sa communauté. Il ne faut pas justement que la honte puisse peser sur sa communauté d'origine. Donc on va se construire en tant que soi, en migration, et forcément les choses peuvent aussi dériver. Donc il y a un terreau fertile pour une éventuelle radicalisation, bien entendu, même si moi je n'ai pas travaillé parmi les radicaux. On se désaffilie de l'autorité familiale et parentale. Qu'est-ce que ça veut dire ? À travers les interviews que j'ai pu réaliser depuis toutes ces années, ce que j'ai remarqué, c'est que les jeunes en veulent presque à leurs parents de ne pas avoir été de bons musulmans à l'époque soviétique, de ne pas avoir pu respecter les 5 piliers de l'islam, parce que c'était pas possible. D'accord ? Et donc, il y a une espèce de revanche générationnelle, que j'appellerais générationnelle, sur la génération, les générations précédentes. Et donc de s'accomplir en tant que bons musulmans. Les modèles se sont écroulés, on en a parlé hier, Tarek Koubrou l'a très bien dit, la question de la désécularisation est fondamentale partout dans le monde. Et là, effectivement, tous les cadres liés au Parti communiste, au Komsomol, aux jeunesses communistes, se sont effondrés et ces cadres vont être remplacés par d'autres. Alors ça peut être au Tadjikistan le rapport entre Cher et Oustod, le maître et l'élève, et ça dépend dans quelle configuration les choses vont ensuite se développer, bien entendu, pas forcément dans un islam qui est exporté ou importé, mais dans un islam qui peut être tout à fait juste. L'effritement des certitudes, ça aussi, ça contribue à la radicalisation un petit peu partout, et on va le voir en Russie. Alors je passe assez vite. L'islam en migration. J'ai travaillé à Mourmansk, dans la péninsule de Kola, donc dans toute la région de Mourmansk. J'ai travaillé à Norilsk, donc qui est une ville fermée, rappelez-vous, une ville qui a été construite par les Zèques, les prisonniers du Goulag, en 1935. C'est la ville du nickel, c'est une ville fermée où pour être migrant, c'est difficile de rentrer et d'être illégaux. Conclusion, il n'y a quasiment pas de migrants illégaux. Il n'empêche que vous allez voir, il y a des possibilités. Et puis enfin, la Yakoutie, je vous présenterai brièvement parce que c'est intéressant du point de vue de l'islam, justement, qui est une région subarctique, mais qui est considérée quelquefois comme étant arctique. Les directions spirituelles, vous les connaissez toutes et tous, j'imagine. Vous savez qu'en Russie, on a 3 doums, 3 directions spirituelles, celle de Moscou, les 3 directions spirituelles, donc celle de Moscou, celle d'Oufa, et puis celle de Makhachkala pour le Caucase. On a 3 dômes, mais à l'intérieur de ces dômes, entre ces directions spirituelles, on a déjà des tensions énormes, des tensions qui ne sont pas forcément toutes théologiques, mais qui sont aussi des tensions d'autorité, des querelles d'autorité, de systèmes d'autorité. Et à l'intérieur de ces dômes, on a des tensions gigantesques, on a 80 parfois institutions qui sont en tension permanente. Ce qui montre que à l'intérieur de l'islam, les tensions sont géantes. Voilà, alors, là c'était pour vous montrer simplement, mais vous connaissez, je pense, un petit peu la carte de l'ex-Union soviétique et de la Russie ici. Alors Mourmansk, ici, la plus grande ville polaire, 300 000 habitants. Norilsk, 200 000 habitants. Là, ça sera la mosquée la plus polaire au monde, je vais vous la montrer. Et Yakoutsk, qui est une ville subarctique, mais une ville intéressante aussi, je vais vous le dire juste après. Donc Norilsk, la ville la plus polaire au monde, on peut parler d'islam polaire, c'est une nouvelle notion qu'on est en train d'élaborer, notamment avec Marlène Laruelle.
ici, c'est la mosquée donc Nurd Kamal, qui est la mosquée la plus polaire au monde à Norilsk. Pardon. Il y en a computer, la mosquée de Nurd Kamal à Norilsk, qui a été construite par un tatar, un entrepreneur tatar, Mikmat Bikmeyev, qui est un entrepreneur de la finance, qui est assez lié au complexe Norilsk-Nickel, et qui a également participé à la construction, au financement de la mosquée de Salehart à Yamal, dans la péninsule de Yamal. Ici, ce qui m'intéresse, c'est la participation des entrepreneurs qu'on pourrait dire peut-être islamiques, donc cet islam de la prospérité qui commence à poindre dans plusieurs pays et à nous intéresser, et du rapport que ces entrepreneurs islamiques peuvent avoir justement avec le complexe Norilsk-Nickel. Et notamment, j'ai rencontré le précédent imam qui est Bashkir de la mosquée de Norilsk, qui était très lié au combinat et qui est devenu directeur du syndicat de Norilsk-Nickel après avoir dirigé la mosquée de Norilsk. Donc à Norilsk, il y a 200 000 habitants dans toutes les villes satellites, à Norilsk et ses satellites, donc c'était des villes de mineurs, des villes de travailleurs et d'employés, et on a moins de 10 000 musulmans, on n'a pas exactement le nombre, mais on en a entre 6 et 8 000, 8 500. Ça vous donne une idée, donc ça fait quand même une population importante. Sur les trajectoires de migrants, on y reviendra peut-être dans la discussion parce que ça serait trop long. Les conditions de travail à Norilsk sont absolument difficiles, même si les salaires sont plus élevés qu'ailleurs, mais les conditions sont épouvantables. Et les travailleurs migrants ont ce besoin de spiritualité, bien entendu. Il y a un vide à combler, il y a plusieurs vides à combler, ce que disait aussi Émile. Voilà. Cette mosquée, elle est construite sur pilotis. Elle est conçue pour résister à la purga, à la tempête polaire, pour résister au froid. Et c'est intéressant de voir qu'il y a une vraie pensée de l'architecture des mosquées au Grand Nord. Là, c'est l'intérieur de la mosquée. Donc, ce tatar a financé la mosquée, mais ensuite, personne ne l'a aidé. C'est-à-dire que, même s'il a des financements par Norilsk-Nickel, Norilsk-Nickel, directement, bien entendu, n'a pas du tout aidé au financement de la mosquée. En revanche, là, ici, en arabe et en russe, vous voyez en arabe, ici, et en russe, que les gens sont censés se cotiser, bien entendu. Les croyances sont censées donner pour pouvoir justement faire des remontes, des réparations de la mosquée, etc., l'agrandir, acheter des tapis, etc. D'accord ? Voilà. L'islam du Grand Nord, donc là c'est la mosquée de Salehart dans la péninsule de Yamal que vous voyez ici. La viande halal, effectivement, on a une reconstitution de la communauté. C'est pas que symbolique, c'est une véritable volonté de reconstituer la communauté musulmane et de se garantir finalement un espace dans l'espace public qui a été laissé quand même pas mal vacant à l'époque soviétique. Donc l'islam, la communauté ou les organisations islamiques vont réinvestir ce terrain-là. Donc là, vous voyez des migrants ici qui travaillent pour Norilsk-Nickel, d'accord ? La plupart deviennent des citoyens. Ils ont la grajdanstva finalement, la citoyenneté. Mourmansk, je passe vite. Mourmansk, il n'y a pas de mosquée. Il y a une maison de prière. Il y a aussi une maison de prière pour les femmes. Alors qu'à Norilsk, il n'y a pas de maison de prière pour les femmes, salle de prière, pardon, pour les femmes. Et ici, vous avez la question de la prière dans le Grand Nord qui ne date pas d'aujourd'hui, qui a commencé à se poser dès le 9e siècle, si je ne me trompe pas, Catherine, avec les horaires de prière qui, ici, donc, dépendent de la Doum de Moscou. Donc, c'est vraiment la direction spirituelle de Moscou qui va, qui donne les indications pour la prière dans le Grand Nord quand vous avez un mois ou deux de nuit, ou bien alors que vous avez 2 mois de jours complets. D'accord. Il y a beaucoup de migrants aussi, beaucoup de Caucasiens. J'ai rencontré pas mal de Centra-Asiatiques, des Kirghizes, des Tadjiks et des Ouzbeks, jeunes, donc jeune génération, avec une diaspora qui est de plus en plus importante à Mourmansk, une véritable diaspora. On a une diaspora azérie qui est là depuis très longtemps, de l'époque soviétique, une diaspora avec une Ouzbek de Namangan qui a créé cette diaspora pour les Centra-Asiatiques, au tout début des années 90, au moment de la fin de l'Union soviétique, et qui sont très très actifs. Bon, c'est assez compliqué, c'est un autre sujet, mais c'est intéressant de le noter. Et là, vous avez le concours de la lecture du Coran avec ces jeunes filles, donc qui montrent aussi qu'on a une jeune génération qui naît sur place, qui participe à la lecture du Coran. Ici, pardon, excusez-moi.
Voilà. Et là, on a vraiment un terrain de compétition très symbolique aussi. Hein. Voilà, donc avec des cadeaux qui sont remis. On peut comparer peut-être avec d'autres endroits en Russie où effectivement on retrouve ce genre de choses. République de Sakha, je me dépêche parce qu'il y a des choses intéressantes. Voilà la mosquée. Voilà. La mosquée. En 2005, on a cette mosquée qui est typiquement de style tataro-bashkir. D'accord ? Cette mosquée a été déjà pensée en 1914, mais elle n'a jamais été réalisée à cause de la guerre civile, etc. Lorsque j'y suis allée l'année dernière, c'était cette mosquée qui prenait la place de celle-ci. C'est le même endroit. Elle a juste été complètement modifiée. Regardez le style. C'est intéressant de voir le changement total de style. Le moufti, il est ingouche. Je vais vous montrer une photo. Et l'imam était un tadjik de Rasht qui a fait ses études théologiques, si je puis dire, dans la vallée de Fergana, à Namangan, pendant la guerre civile. Donc, c'est aussi intéressant de le noter. Je ne suis pas théologienne ni islamologue, donc je ne vous en dirai pas plus, mais voilà, c'est un terrain intéressant. Et là, ce sont deux petites mosquées toutes nouvelles. Tout cela montre aussi les processus migratoires qui se développent dans les années 2000, parce que toutes ces mosquées, elles sont construites dans les années 2000. Vous avez des maisons de prière qui sont à Myrni, c'est la mine des diamants, à 1000 km à l'ouest de Yakoutsk. Et dans cette ville, on a énormément de migrants, avec des migrants essentiellement sur les marchés. D'accord, et la vente de viande halal, etc., etc. Pour finir, donc là, c'est, vous voyez le grand moufti qui est là, le grand moufti. L'imam, on ne le voit pas ici, je vous le montrerai après. Et ici, c'est la sensibilisation à IGIL, à l'État islamique. Pourquoi ? Parce que lorsque je suis arrivée, 2 Tadjiks venaient de se faire arrêter par les services de sécurité. Ils étaient en partance pour la Syrie. Il y a du matériel également illicite, illégal, si l'on peut dire, dans la mosquée, des livres qui ont été saisis. Donc on a une vaste saisie de littérature islamique dans la mosquée de Yakoutsk. Donc ils ont décidé de faire une vague campagne de sensibilisation auprès également des jeunes. Donc vous les voyez là. Attendez. Voilà, des jeunes donc de la diaspora. Donc vous voyez que ces jeunes sont la 4e génération, déjà. Si on parle de la génération qui est déjà arrivée à l'époque soviétique, bien entendu. Et le monde, pour le Kurban Bayram, la fête du sacrifice, sachant qu'en Yakoutie, on a 120 000 musulmans, hein, et que la plupart, enfin parmi ces 120 000, bien entendu, ils ne sont pas tous à Yakoutsk, mais on a de très gros effectifs à Yakoutsk. Yazakunchu. Voilà le moufti, le grand moufti de Moussa Sagov, qui était un ancien colonel de l'armée rouge durant le conflit soviéto-afghan, qui a fait ses études en Égypte, qui a été formé à Al-Azhar, donc c'est quelqu'un d'intéressant aussi. Et il y a des concurrences importantes, il y a une concurrence importante entre 2 écoles sunnites, les chaféites et les hanéfites, parce qu'on a beaucoup de caucasiens du Nord. Donc il y a une compétition intéressante à étudier dans la mosquée pour les futurs chercheurs. Et ma conclusion, en fait, voilà, le contexte de la désécularisation, je pense, est vraiment fondamental. Ce qui m'intéresse, c'est le concept de déshérité. L'islam du déshérité. Le déshérité, ça serait la dernière génération, pas ceux d'avant, bien entendu. C'est comme nous, en France, on peut comparer avec tout ce que l'on voit dans les générations, justement, maghrébines, qui sont arrivées déjà au moment de la reconstruction après la Deuxième Guerre mondiale, avant les accords d'Évian, donc avant la décolonisation. Hein. Et on a ces tempos, enfin ces rythmes générationnels qui sont vraiment intéressants à étudier parce que, justement, ces gens-là, en tout cas, ne font pas partie des déshérités. Alors que les nouvelles générations, peut-être qu'en France, on peut appliquer aussi peut-être ce schéma-là. On peut parler de ces jeunes qui sont en marge et donc de cette question de l'islam du déshérité qui va combler. On va chercher à combler un vide. On a besoin de combler avec de la spiritualité. On a besoin de combler contre la moralité, contre la corruption. Émile l'a dit plusieurs fois. On a ce besoin de justice sociale qui fait qu'effectivement, ces jeunes sont extrêmement vulnérables. D'accord ? Voilà. Le rôle des entrepreneurs islamiques, c'est un questionnement, c'est une question en cours que l'on se pose actuellement parmi la recherche. Je vous remercie beaucoup. Spasiba.